Émission spéciale. Maurice reçoit Thibaut Reiss, l'auteur du livre Le Conte de minuit. Appel. Ouais, il est bien lui, le Thibaut. Catherine, vous ne bougez pas une oreille, vous pouvez bien entendu participer. Toi aussi qui es chez toi, tu peux, si tu as envie, venir poser quelques questions à Thibaut Reiss, donc qui est l'auteur de Le Conte de minuit. Qui est un document, et il nous en dira un peu plus, qui est paru chez Pocket, imprimé en France, qui est là. Si toi qui est chez toi, tu as envie de lui poser quelques questions, il faut que tu utilises le logiciel Teams. Tu vas donc chercher maurice.usa, Maurice maurice.usa. Tu fais une demande de contact. Là, une fois qu'on a répondu, tu fais sonner, tu raccroches, je te rappelle. Super. C'est vraiment bien foutu. C'est un peu comme les vendeurs de drogue. Thibaut, sois le bienvenu. Salut Maurice, tu m'entends bien? Bah oui, pourquoi je t'entendrais pas, Thibaut? Bah écoute, je sais pas, je vais être sûr que la configuration marche bien. Comment ça va? Ben écoute, si je n'allais pas, je serais pas là. Thibaut Reiss a sorti. Alors c'est qui Thibaut Reiss? Thibaut Reiss, c'est un reporter. Tu m'arrêtes dès que je dis une bêtise. C'est un reporter fait divers au Parisien pendant 9 ans. C'est un mec qui connaît toutes les malheurs de notre société puisqu'il les a vécus pendant 9 ans en direct. Le Parisien, c'est comme Sud-Ouest pour ceux qui habitent dans le Sud-Ouest, ou comme c'est de la PQR quoi. C'est le Parisien, c'est le journal des Parisiens. Et il y a Aujourd'hui en France qui est le journal national du Parisien. Donc il a travaillé dans ce canard. Il a aussi écrit des bouquins. Notamment un truc qu'il faudra qu'on le reçoive à nouveau pour en parler, une enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès, le salopard qui a tué toute sa famille et qui a disparu, dont on n'arrive pas à trouver la trace, qui est sorti en 2020. Et puis il a écrit d'autres bouquins. Et si j'ai bien compris le parcours de Thibaut, c'est un mec qui aime bien les gens en galère, les fous furieux, les dingos, les gens perdus, les marginaux, etc. Dans ce bouquin qui nous intéresse ce soir, Le Conte de minuit, il était inscrit l'histoire vraie d'un SDF devenu star de la radio. C'est l'histoire d'un type qui appelait dans une émission de radio qui était pilotée par Max, que j'ai invité, que je salue bien, que j'ai invité à causer, mais il a pas, je crois qu'il a pas envie. Bon, c'est comme ça, c'est la vraie vie. Il a le droit de pas avoir envie. C'est un mec qui appelait dans l'émission de Max le soir sur Fun Radio, et un beau jour ils lui ont proposé, ou la radio lui a proposé, de faire une émission de minuit à 2h du matin chaque jeudi, si toutes mes infos sont bonnes. Et pendant plusieurs années, ce monsieur, il est venu faire cette émission sur Fun Radio. Le reste de l'histoire, on va en parler directement avec Thibaut. Sois le bienvenu, donc Thibaut. Merci Maurice. Si on avait dit aux gamins de 15 ans que j'étais dans les années 90, que non seulement un jour je te parlerais, mais qu'en plus c'est toi qui m'appellerais, c'est toi qui me solliciterais. Sans déconner. Alors là, je t'avoue, j'aurais pas cru. Ouais. Et attends, et si jamais tu dis des conneries, c'est moi-même qui vais venir te péter la gueule, je vais me déplacer. C'est super. C'est un merveilleux trophée, ça. Ouais, c'est génial. Bon, donc t'as écrit ce bouquin. Pourquoi t'as écrit ce livre? T'étais un fan de comment ça s'appelle, de Gérard Cousin, toi, ou pas? Ouais, moi j'étais un fan de Radio Libre avant tout, de Libre Antenne. Je suis pile, tu vois, dans la cible des ados des années 90 qui ont grandi avec d'abord Malher, parce que moi j'étais un éditeur de Malher au départ, sur Skyrock. Et puis ensuite Max et Jenny, Max tout seul, Star System, Maurice évidemment sur Skyrock. Et donc j'étais pile la cible, quoi. J'étais le gamin que tu connais, qui était dans son lit avec son petit récepteur, et qui arrivait défoncé au collège le lendemain matin, quoi. Et comme Jérémy que t'as reçu, et Abel, je suis vraiment le prototype de ces ados-là. Et donc j'écoutais Max et j'écoutais Gérard.
J'écoutais Gérard le jeudi, je me marrais. Je voyais Qu'est-ce bien que qu'on t'aimais avait bien affaire. dans le... Alors, qu'est-ce qu'il faisait pour ceux qui savent pas, comme Catherine par exemple, qui ne savent pas qui était Gérard parce qu'elle n'était pas en France à cette période. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette émission? Alors en fait, c'était une émission libre antenne, hein, comme la tienne, où on pouvait appeler pour tout et pour n'importe quoi. C'était surtout des ados qui appelaient. Et puis un jour, ce type appelle depuis la cabine téléphonique en bas de son HLM. Il habite en région parisienne, à Suresnes. Et déjà, son profil détonne complètement. Il a 36 ans, c'est un ancien routier. Il a la picole facile, on l'entend dès ses premières interventions à l'antenne. Et puis surtout, il appelle pas pour faire un canular à sa grand-mère, il appelle pour réciter des poèmes d'amour. Et donc c'est vraiment contre-programmation totale par rapport aux auditeurs qui appellent Max habituellement. Et donc cet énergumène qui vient réciter des poèmes d'amour qui sont vraiment nuls, qui sont très naïfs, bah ça nous fait marrer, ça fait marrer Max, ça fait marrer les auditeurs, et tant et si bien que Gérard va devenir une figure de cette antenne, ça va devenir un peu un auditeur star. Il va revenir très fréquemment, Max va le rappeler dans sa cabine téléphonique, et il va continuer à réciter des poèmes d'amour, il va ensuite faire des blagues, et au bout d'un an de ses interventions très récurrentes à l'antenne, Gérard va être invité en studio par Max pour interagir comme ça au débeauté avec des auditeurs. Et ça se passe bien, ça se passe tellement bien que Max va avoir l'idée de confier une émission à Gérard le jeudi, qui est donc une filiale un peu du Star System, une sous-émission si on peut dire, qui va s'appeler les débats de Gérard. Et donc le principe des débats de Gérard, c'est que Gérard vient à l'antenne avec des thèmes de débat, avec lesquels les auditeurs vont pouvoir, sur lesquels les auditeurs vont pouvoir réagir. Alors quel genre de thème de débat par exemple? Alors c'est là où évidemment l'histoire est un peu différente de simplement celle d'un talk-show ordinaire. Les thèmes des débats de Gérard, ça va être les aspirateurs, les slips jaunes, les supermarchés, les téléphones portables, l'affaire Monica Lewinsky, la sodomie. Alors les aspirateurs, c'est donc les aspirateurs, c'est pour déconner ou Voilà, c'est ça en fait. Non mais c'est-à-dire que lui, quand il dit le thème de ce soir, c'est comme ça qu'il présente son truc. Oui. Le thème de ce soir, c'est les aspirateurs. Il part d'une blague, quoi. Il se dit, on va plaisanter autour de ça. Eh bien non, c'est là où cette histoire est vraiment hors norme, c'est que Gérard ne se rend pas compte qu'en fait on est là pour déconner avec lui, ou pour plus exactement, pour se moquer de lui. Parce que les débats de Gérard portent assez mal leur nom, ça n'a rien d'un débat, certainement pas d'un débat avec Gérard, c'est un dîner de cons radiophonique dont Gérard est le dindon de la farce, et donc lui pense qu'il va animer un véritable débat, même si les thèmes de débat sont un peu cons, lui il pense qu'il est là pour animer un débat. Et en fait, les auditeurs appellent non pas pour débattre avec lui, mais pour se foutre de sa gueule, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu Gérard, un représentant de la France des bistrots, c'est un peu un prolo, quoi. Il vient de cette France-là, et on l'entend à la façon dont il parle, à ses fautes de français, à son inculture, qui est vraiment très notoire. Et donc on appelle pour se foutre de lui, pour l'insulter, pour se moquer de ses fautes de français, pour le tourner en bourrique, mais jamais évidemment pour débattre. Et donc c'est la particularité de cette émission, et c'est pour ça que mon livre s'appelle Le con de minuit, c'est parce que c'est une référence au principe du dîner de cons qui était le principe de cette émission. Et au bout de la chaîne, le but c'est en fait de faire sortir Gérard de ses gonds et de lui faire péter les plombs, parce que Gérard c'est un alcoolique et il a l'alcool nerveux. Et donc, le but caché du programme, c'est d'arriver à faire enrager Gérard. D'accord. Il a fait à peu près 200 émissions, si j'ai bien compris. Toi, t'en as écouté combien? Sur les 200 à peu près, quoi. Alors, à l'époque, je saurais pas trop te dire. J'étais quand même un fidèle de l'émission. J'ai dû écouter pendant peut-être... les débats de Gérard, ça a duré 6 ans, ça s'est arrêté en 2002, ça a commencé en 96. Je pense que j'ai écouté les 3 premières années, donc j'ai dû écouter, tu vois, une centaine de débats, je pense, quelque chose comme ça, à l'époque. Et puis j'ai arrêté peu à peu d'écouter la radio, en tout cas les radios libres, quand j'ai eu la vingtaine, je pense, et j'ai commencé à écouter les radios sérieuses, on va dire, les radios périphériques,
pendant que je faisais mes études. Et puis cette histoire m'est complètement sortie de la tête. Et puis quand je me suis mis à écrire ce livre, quand j'ai commencé à enquêter pour ce qui va devenir le Conte de minuit, j'ai réécouté beaucoup de débats. Et je pense que, tu vois, en tout, je sais pas si je les ai tous écoutés, certainement pas en entier, ça c'est certain. Mais j'en ai écouté par fragments énormément, peut-être 150, quoi. D'accord, donc tu y trouvais quand même du plaisir Ah, bien sûr. à participer à cette fête méchante. J'y prenais beaucoup de plaisir, comme je prenais beaucoup de plaisir à écouter Maurice, qui était pas non plus le mec le plus affable du monde, mais Mais j'ai toujours été la légende a fait que je sais pas quoi, parce l'idée des extraits, c'est toujours pour faire des choses extraordinaires et des caricatures, mais si tu écoutes l'émission depuis, ça fait 34 ans qu'elle existe, même sur Sky, où il y avait beaucoup d'enfants qui venaient juste pour faire poète kiki, il y avait beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges avec les gens, quoi. Je sais bien. J'étais un auditeur de ton émission. Enfin, je veux dire, j'étais un fidèle. Je sais bien que c'est un peu facile de réduire Maurice à ta saison casse-toi. Mais le fait est que le produit marketing, l'emballage marketing autour de ton émission était quand même celui-là, si tu veux. Les jingles, la façon dont on... c'était pas, voilà. Ce n'est pas de toute façon l'idée, ce n'est pas de venir pour être caressé dans le sens du poil. Ça a jamais été le cas. C'était peut-être notre idée au tout départ avec Bruno Delport à OUI-FM en 91, mais le bébé nous a échappé des mains et après il s'est mis à marcher. D'accord. Donc toi, tu as écouté ces émissions jusqu'à, c'est-à-dire que tu n'as pas assisté à la fin des interventions de ce monsieur. Non, j'étais infidèle, ça me faisait marrer, je trouvais ça rigolo, quoi, de se foutre de la gueule de ce bonhomme. Il y avait dans ces émissions de libre antenne, y compris la tienne, mais qui est encore un registre très très différent de Max, hein. C'est pas du tout le même état d'esprit, hein. Oui. Mais je veux dire, il y avait quand même un côté un peu sale gosse, quoi, hein. C'est ça qui nous faisait marrer, c'est là-dedans aussi qu'on se reconnaissait un peu. Tu vois, ça allait avec le rock alternatif, avec les années 90 d'Ardisson, etc. Il y avait ce côté un peu sale gosse, quoi. Et moi, ça me plaisait vachement, j'adorais ça. Je riais de Gérard, je me foutais de lui avec tout le monde. Je participais, voilà, à la foire aux monstres, hein, sans aucun problème. Mais tu n'as pas, tu n'as pas assisté à la descente aux enfers de Gérard de Suresnes. Non. J'ai pas assisté les dernières années. C'est-à-dire que tu t'en es lassé, en fait, non? Ouais, je m'en suis lassé, exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Si tu veux, c'est quand même, tu vois, quand je raconte là le principe général de l'émission. On peut déjà se dire, c'est peut-être pas hyper marrant, c'est peut-être un peu cruel, c'est peut-être un peu bizarre. Oui, certainement, mais surtout c'était très répétitif, quoi. C'est-à-dire que une fois que t'as compris que Gérard était là pour qu'on se moque de lui et que en fait la queue de Mickey à attraper c'était de le faire péter les plombs, en fait t'avais pigé le principe, quoi. Là où il y avait des petites variations, c'est qu'en fonction du thème du débat, Gérard lâchait des conneries plus grosses que lui, qui étaient parfois liées à des faits d'actualité ou à, tu vois, par exemple sur les ovnis, il va te demander est-ce que vous avez déjà vu des ovnis dans votre vie? Si oui, pourquoi? Donc là tu te marres, quoi. Tu te dis pourquoi il pose cette question. Quand il y a l'éclipse en 99. Mais est-ce que selon toi, il le faisait un peu exprès ou il était vraiment, il pensait qu'on pouvait poser cette question? En fait, je pense que on a beaucoup d'indices qui nous montrent que Gérard n'était pas conscient de ce qui se passait, notamment dans le fait que quand il vient à l'antenne, systématiquement, les 200 émissions, il va commencer en disant « J'espère que ça va bien se passer ». Comme s'il n'avait pas compris que forcément ça allait mal se passer, puisque c'était le principe même de l'émission, que ça se passe mal. Et ensuite, il vient avec sa liste de questions et il essaye, tant bien que mal, de mener son débat. S'il était là pour déconner avec des questions cons, il avait compris que les questions étaient cons, que les réponses étaient cons, ça se passerait pas comme ça. Il s'énerverait pas, il essaierait pas de ramener le calme dans le studio, il essaierait pas de faire en sorte que le standardiste fasse bien son travail. Or, c'est exactement ce qui va se passer jusqu'à la dernière émission. Gérard va être premier degré, si tu peux.
Donc ça, c'est un indice très très clair. Il n'avait pas compris qu'il était dans un show-strap, comme dans un canular géant. Alors il y a un truc souvent j'ai survolé un peu les conversations autour de ça très souvent, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il veut pas intervenir. Très souvent les gens considèrent que Max qui était l'animateur était responsable, etc., que c'est ta faute, c'est sa faute, c'est le salaud, etc. Pour connaître le fonctionnement des radios, on sait très bien que à l'époque c'était Axel Duroux qui était quand il a commencé, qui était le patron de Fun Radio, qui aujourd'hui est le patron de Europa Corp, je crois, qui dirige les trucs de Luc Besson. C'était Axel Duroux à une époque où Fun Radio était au fond du trou. Ils avaient plus de fric. Ils étaient en galère, c'était la CLT, je crois, la boîte qui menait le bazar. Le patron très connu, Benoît Sillard de Fun Radio, celui qui avait lancé en fait la libre antenne, Max, Doc Eddie Fool, etc., s'était barré. Les finances étaient c'était un enfer. Et pendant 2 ans, je crois que c'était Duroux, et ensuite ça a été Robin Leproux, qui a été ensuite PDG du PSG, le football, qui était là. Et ces deux mecs-là, Axel Duroux, son boulot c'était d'arrêter le plus possible les libres antennes donc de la station Fun Radio pour la remplacer par de la musique parce que ça coûtait pas cher et juste des gens qui donnaient l'heure. Et Robin Leproux, lui, il a fait la suite, il a transformé la radio pour qu'elle puisse aller se battre directement avec Énergie, puisque c'était la période qui demandait ça. Ces deux PDG étaient les mecs qui employaient des gens à la radio, c'était pas Max. Max, lui, a peut-être suggéré, a peut-être dit, tiens, moi j'ai un mec, on pourrait lui faire ça, c'est marrant, je lui filerai l'antenne le jeudi, il pourrait faire son truc dans son coin, vous verrez, c'est pas mal. Les responsables de cette radio, donc Axel Duroux, donc à cette époque-là, pouvaient lui dire, écoute, non. Qu'est-ce que c'est? Alors on va essayer, je vais écouter un peu et lui dire, comme ça se faisait beaucoup à la radio, oui, non, ça on a entendu, on le fait pas. Ces gens-là ont accepté. Quand on dit Gérard de Suresnes n'était pas payé, Max lui donnait un petit peu de fric par-ci par-là, on donne une responsabilité à Max qu'il n'a pas. Il est animateur, Max. Il est même pas producteur de son émission. Il est animateur salarié de Fun Radio. Mm-hmm. Oui, alors je peux te demander si tu as lu le livre ou pas. Alors si tu l'as pas lu, c'est pas grave. Non, j'ai pas fini de le lire. Si, j'ai très envie de le lire dans son entier, mais j'ai pas fini. J'ai commencé. Je te pose cette question parce que je pense que tu me l'aurais probablement pas posé la question que tu viens de me poser de la même manière si tu avais été au bout, mais je vais te répondre quand même. Alors, juste une petite précision, tout ce que tu as dit est rigoureusement exact. À un petit détail près, c'est que c'est Benoît Sillard qui était encore le patron de Fun Radio quand Gérard arrive à l'antenne au départ. Oui, en 96. Les premiers mois, pas quand 95. Il a son... Les premiers appels de Gérard, c'est 95, et c'est encore Benoît Sillard qui est à l'antenne, voilà. Enfin, qui est le patron de Fun Radio. Mais pour le reste, tu as raison, et par ailleurs, tu as raison aussi surtout que c'était la fin de Benoît Sillard, c'était effectivement la banqueroute, et comme tu l'as très bien expliqué, Duroux est là pour remettre les compteurs dans le vert. Benoît Sillard a cramé énormément d'argent en essayant de faire de Fun Radio une espèce de multinationale du cool. C'est comme ça que je le dis dans le bouquin, avec des cafés Fun Radio, Fun TV. Ouais, finalement, ils les ont pas fait les cafés, je crois. Ils les ont pas fait, non. Ouais, ils ont fait Fun TV, mais pas les cafés. Pas les cafés, mais il y a eu de l'argent quand même cramé dans ce projet de café. Bref, donc tu as tout à fait raison. Mais pour en revenir à ta remarque, à ta question, je ne dis pas que Max, d'abord, je ne jette pas l'anathème sur lui. Le livre, c'est pas ce que j'ai compris dans ton livre. C'est juste ce que j'ai entendu ou lu dans des forums, dans des trucs, etc. Oui. On lui tape un peu sur la
la gueule. Et je veux simplement dire que lui, il était animateur salarié de Fun Radio, et donc il n'avait pas le pouvoir de lui donner un salaire ou un contrat, etc. C'était donc Sillard ou Le Proux ou Duroux qui pouvait le salarier. Oui. Non, mais je pense et certainement pas ces gens-là. Pardon. Tu as tout à fait raison, et si tu veux, contractuellement, tu as raison. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là sont les responsables de leurs antennes. Les PDG que tu viens de citer. Et donc, si quelqu'un avait le pouvoir d'appuyer sur le bouton stop, c'était ces gens-là. C'était ces gens-là. Et cet ange qui me gueule, viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar. Et comme Marine écrit un texte ou choisis-en un, enregistre-le avec ton téléphone portable, sans bruitage, sans musique, en t'assurant que ça ne dépasse pas la minute. Envoie ton enregistrement dans ma boîte, maurice@mauriceradiolibre.com, et si ça nous va, tu t'entendras. Émission spéciale. Maurice reçoit. Thibaut Reiss, l'auteur du livre Le Conte de Minuit. Appel. Je salue bien celles et ceux qui découvrent notre programme. Pour que tu puisses comprendre, Maurice Radio Libre est une radio 100% indépendante qui ne vit pas avec de la publicité, mais qui vit grâce au pognon de ses auditeurs. Ce sont celles et ceux qui écoutent, qui envoient de la caillasse. Le 11 juillet prochain, ça fera 29 ans que cette émission est financée par ces auditeurs qui paient tout. On paie les droits sur la musique, le matériel, les salaires, l'URSSAF, les assurances, et j'en passe, et les meilleurs. Parce qu'il y a des gens qui écoutent le programme et qui ont compris que qu'il y a des frais, et que ce fric, il faut qu'il vienne de quelque part. Donc on vend pas de téléphone, on n'assomme pas les gens avec des pubs pour des voitures électriques qu'on ne souhaite pas voir dans nos rues, et particulièrement si elles viennent de Chine. Et notre idée globale, c'est de faire marcher cette radio simplement comme ça. Donc on ne compte pas nos auditeurs, on compte juste le pognon. Tant qu'il y a du pognon, on fait le bazar. Quand il n'y aura plus de pognon, on arrêtera de faire l'émission. En gros, s'il y a 12 milliards d'auditeurs, comme tout le monde en a des milliards, et qu'il n'y a pas de fric pour continuer, nous on arrête. S'il y a 2 auditeurs et qui financent, on continue. Voilà. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Thibaut Reiss, l'auteur du Conte de Minuit, qui retrace l'histoire de Gérard de Suresnes sur Fun Radio. Je t'ai coupé un peu dans ton élan, Thibaut. Il y aura d'autres coupures, hein. Tu connais la radio, je vais pas t'expliquer. On diffuse un peu de musique, ça permet à tout le monde d'aller pisser, etc. Ça évite aux gens d'aller pisser pendant qu'on parle. Voilà. Et puis il y a ceux qui aiment notre musique, parce qu'on se fatigue à la faire. C'est que de la musique qu'on choisit pour ceux qui écoutent. Donc toi aujourd'hui, est-ce que c'est une plaidoirie pour empêcher que l'on utilise les ânes comme TikTok le fait par exemple, et les gens qui sont un peu perdus, puisqu'on ne sait pas si c'était un âne ou si c'était juste quelqu'un qui était perdu, Gérard de Suresnes, ou est-ce que c'est un sujet qui est sur ton fil de vie, et donc tu as trouvé normal d'en parler? Il y a 2 dimensions. La première, c'est que j'avais moi besoin de confronter l'ado que j'étais avec l'adulte que je suis devenu. C'est-à-dire que quand cette histoire démarre, l'histoire de ce bouquin démarre lorsque je m'aperçois à l'aube de la quarantaine que Gérard est mort. Je le savais pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je n'écoutais plus l'émission quand elle s'est arrêtée. Et donc, dans les circonstances que je raconte dans le livre, si tu veux, je me connecte un jour sur Internet parce que Max me revient en tête. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui est devenu Gérard? Et je m'aperçois qu'il est mort en 2005, donc très jeune, il avait 43 ans, et qu'il était enterré au Carré des Indigents. Et alors là, c'est là où, si tu veux, ce bouquin commence. C'est que je me dis, comment ce type-là, que je considérais comme une superstar, parce qu'à 15 ans, les gens de radio, c'était des superstars pour moi. Comment ce gars que je considérais comme une superstar a pu mourir dans la solitude et la misère la plus absolue dans une fosse commune. Et donc, je me dis, il y a un bout de l'histoire là qui m'échappe, qui m'a échappé, et il faut que je sache ce qui s'est passé. Et donc, l'idée de ce livre, c'était de colmater ce trou-là, et in fine,
de raconter l'histoire du bonhomme, de l'homme, Gérard, et pas simplement de la bête de foire que j'écoutais à 15 ans. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est de raconter l'histoire du bonhomme et pas de rester avec l'image de ce dindon de la farce qui était celle que j'avais. Et de raconter sa déchéance, parce que quand tu meurs au carré des indigents, c'est la déchéance. Et le deuxième objectif de ce bouquin, alors c'est pas tant, si tu veux, de jouer les lanceurs d'alerte. Moi, je suis pas là. Je suis un journaliste, je suis pas un éditorialiste, je suis pas un commentateur de la vie publique et politique. Donc, je suis pas là pour donner des leçons, pour tirer des sonnettes d'alarme. En revanche, je pense que cette histoire, elle avait du sens à être racontée aujourd'hui, parce que je pense que Gérard préfigure ce qu'on connaît aujourd'hui à une très large échelle, via les réseaux sociaux ou dans des émissions comme celle de Cyril Hanouna, c'est-à-dire la victime consentante, parce que Gérard était consentant, personne n'a forcé à venir à l'antenne tous les jeudis, personne. Mais comme on force pas Mathieu Delormeau à venir chez Hanouna, comme on force pas les gens à se mettre en scène parfois de manière absurde sur les réseaux sociaux, et donc Gérard, elle préfigure ça, c'est ce que j'appelle le patient zéro un peu de ces phénomènes qu'on connaît aujourd'hui de manière beaucoup plus massive. Et ça montre aussi qu'il y a, tu vois, une espèce de divertissement à voir des gens mis sur le devant de la scène qui n'ont pas le contrôle. C'est-à-dire qui n'ont pas le contrôle de ce qui se passe autour d'eux, qui sont l'objet d'une émission, sans en avoir la maîtrise. Et en ça, Gérard est un personnage intéressant parce qu'il préfigure ces phénomènes qu'on voit aujourd'hui de manière très massive. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le livre, je l'ouvre n'importe où. Voici. Je suis à la page 116. Sandy se cramponne à son siège comme si la pression exercée sur les accoudoirs avait le pouvoir de freiner l'élan du Boeing géant. À 28 ans, elle n'avait encore jamais pris l'avion et s'en passait volontiers. Elle s'est toujours demandé comment un appareil si lourd pouvait tenir dans le ciel. Déjà qu'elle était pas pressée de faire son baptême de l'air, mais survoler l'Atlantique avec le risque de s'abîmer dans l'océan, c'était vraiment le dernier de ses plans. La poussée monstre du long courrier la scotche au dossier, son estomac fait des tonneaux. Assis à sa gauche, Gérard, avare de gestes réconfortants, ne trouve rien de mieux à faire que la chambrer. L'avion, lui, il connaît. Il l'a déjà pris une fois pour aller à Cannes l'an dernier. Pas de quoi se mettre dans des états pareils. À peine le train d'atterrissage rentré, Sandy fourre son nez dans le sac en papier qu'elle tenait en main. Et ce n'est qu'une fois l'altitude de croisière atteinte qu'elle libère son esprit, anticipant sur les souvenirs fous qu'elle s'apprête à rapporter, ceux que les songes disqualifient d'office par peur du ridicule. Dans 7 heures, le couple atterrira à New York pour 2 jours en immersion avec la crème du tout Hollywood. Alors ça, c'est quoi? Sandy, c'est une auditrice? Oui, Sandy, c'est une auditrice qui un jour a appelé Max en lui disant que elle était tombée amoureuse de ce Gérard de Suresnes qu'elle écoutait le jeudi. Elle va finir par rencontrer Gérard, Max va organiser un peu un rendez-vous et ils vont effectivement vivre une histoire d'amour authentique. Et la scène que tu viens de raconter, c'est une scène du livre qui, donc tout est vrai, hein, je précise tout de suite que tout ce que je raconte dans mon livre jusqu'au plus petit détail est sourcé et documenté, il y a absolument aucune part d'imagination dans ce que je raconte. Cette scène que tu viens de raconter, c'est le voyage de Sandy et Gérard à New York, organisé par Fun Radio pour l'avant-première du film Godzilla, à laquelle Gérard va être invité comme VIP grâce à Fun Radio, et où il va vivre pendant 48 heures au Waldorf Astoria, qui est l'un des plus beaux palaces de New York et du monde, ouais, c'est vrai. Et fouler le tapis rouge du Madison Square Garden avec autour de lui Nick Nolte, Jean Reno, Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker et même Jennifer Lopez à l'after party. Bon, et alors donc là, finalement, la radio dépense un peu de pognon. Enfin bon, c'est pas vraiment comme ça qu'elle dépense du pognon, mais bon, elle fait un petit effort auprès des sponsors pour que ce Gérard soit bien reçu, alors que les animateurs de la radio n'y sont pas. Max n'est pas invité.
Non, il n'est pas invité parce que c'est un jeu, si tu veux. C'est un partenariat avec Sony Pictures qui distribue le film. Sony donne des places à faire gagner à l'antenne de Fun Radio à ce moment-là à ses auditeurs pour assister à cette avant-première. Et Max et Arnold, puisque c'est Arnold qui s'occupait du cinéma à ce moment-là à Fun Radio, se débrouillent pour que 2 de ces places qui avaient été mises au concours sur Fun Radio, mises à la disposition des auditeurs, soient d'office attribuées à Gérard et Sandy, puisqu'ils ne sont pas salariés de la radio, ce sont de simples auditeurs, et donc, si tu veux, il n'y a pas de tricherie. Il y a un peu de tricherie parce que on leur donne d'office, mais c'est pas des salariés de la radio. Donc, en fait, si tu veux, c'est cachère, quoi. Ça passe. Alors, pourquoi est-ce que la radio fait ça? En fait, à ce moment-là, Gérard veut un contrat. Axel Duroux vient de reprendre la tête de Fun Radio, et ça fait déjà quelques mois que Gérard réclame à Max un contrat. Et Max, il n'arrive pas à obtenir un contrat pour Gérard d'assistant d'antenne, et donc en fait il va trouver cette astuce avec la complicité d'Arnold, sans que Axel Duroux y trouve à redire, qui va consister en fait un peu à récompenser Gérard pour ses bons services le jeudi à l'antenne dans le débat de Gérard, en lui offrant ce séjour de 48 heures incroyable à New York, avec visite de l'Empire State Building et toute la magie d'un week-end dans un grand palace pour un type qui vit dans un HLM à Suresnes où les factures s'entassent toute la journée, quoi. Là, on est bien d'accord qu'on est dans une on est dans un truc qui pourrait tomber dans les mains de l'inspection du travail, puisque ce mec-là n'est pas du tout assistant d'antenne. Il est, c'est avéré, il est animateur puisqu'on l'entend à la radio. Il n'a pas un travail d'assistance. C'est lui le personnage principal et c'est annoncé à la radio comme un vrai travail d'animateur. Comment se fait-il que parmi les milliards d'auditeurs de Fun Radio, il n'y ait pas eu un seul juriste, une seule personne pour dire attention, là maintenant il faut se retourner vers l'administration donc de la radio, donc c'était encore la CLT ou c'était déjà RTL, je sais plus, peut se retourner donc vers cette structure pour dénoncer, donc puisque on gueule parce qu'il y a des mecs qui travailleraient sur des chantiers, je sais pas quoi, qu'on reconnaît à peine avec des bleus de travail. Là on est dans un cas d'école avéré, classique, visible, tous les soirs, tous les jeudis, annoncé, etc. Pourquoi il se passe rien là? Pourquoi Mais pourquoi il n'y a pas de juriste, Maurice? Mais parce qu'on a 15 ans quand on écoute les. Mais il n'y a pas que des gens de 15 ans. Mais 99% des auditeurs de Max à minuit, comme c'était le cas, peut-être un peu moins pour toi d'ailleurs, j'en sais rien. Nous on avait très régulièrement les associations de je sais pas quoi, des saucisses velues qui venaient, qui envoyaient des lettres recommandées, qui faisaient que moi j'étais obligé d'aller, donc c'était la haute autorité à l'époque, là-bas dans le 15e, j'étais obligé d'aller me mettre au garde à vous pour expliquer ce qu'on faisait, etc. Pourquoi on le faisait. Je vois pas pourquoi à Fun Radio c'était pas pareil, puisque la diffusion était nationale. Oui, il y avait peut-être des juristes à l'antenne, mais il y a un détail que tu oublies, c'est que personne ne savait que Gérard n'était pas payé. Et il a fallu attendre mon livre pour savoir qu'il n'était pas payé. Il a été payé 8 mois sur 6 ans. Mais à aucun moment, à l'antenne, il n'a été fait mention que Gérard n'était pas payé. D'ailleurs, je pense que l'une des grandes surprises des lecteurs, qui sont pour la plupart d'anciens auditeurs de ces émissions, à la lecture de mon livre, c'était d'apprendre qu'il n'avait pas été payé. Donc il avait été payé 1000 francs pendant 8 mois sur les 6 ans qu'ont duré les débats de Gérard. Donc de toute façon, quand bien même il y aurait une armée d'avocats derrière Fun Radio en 1995 à minuit, ce qui me paraît déjà pas forcément évident, mais prenons cette hypothèse, il aurait fallu savoir que Gérard n'était pas payé. Ouais, d'accord. Donc ça se passe de cette manière-là. Pourquoi alors ce monsieur c'était un idiot ou c'était quoi alors c'est difficile de se prononcer. Qu'est-ce qu'un idiot? On est tous l'idiot de quelqu'un. Moi je suis pas l'idiot de quelqu'un, je suis l'idiot de personne. Désolé. Je suis vraiment désolé. Vraiment une exception, Maurice. Une exception pour mais là aussi.
Non, mais c'est une question réelle. C'est d'après toi, est-ce que c'était un déficient mental? Je salue sa fille qui écoute peut-être, c'est ça, sa fille. Ouais, sans doute. Roselyne. Roselyne que je salue bien, que je connais pas, qui ne le connaissait pas non plus, si j'ai bien compris. Ça, je veux bien qu'on en parle de ça après. D'ailleurs, tu peux m'appeler Roselyne, hein, si tu veux, si t'as envie. Maurice.USA avec Teams. Ce monsieur, très sincèrement, parce qu'on tourne autour du pot, c'était un idiot, c'est quoi? Alors, j'ai documenté, hein, je vais te répondre très très précisément. Alors, si on parle d'intelligence au sens cognitif, d'accord? C'est-à-dire pas de l'instruction, et j'y reviendrai après. Mais je vais faire cette distinction, si tu le permets. L'intelligence, le QI. Moi, j'ai documenté le QI de Gérard. C'est-à-dire que j'ai un papier, mes recherches. Ouais, bien sûr. Bah ouais, je suis un gars sérieux, hein. Donc je vais te répondre sérieusement et précisément. Gérard, il a passé un test psychologique à l'adolescence et le résultat c'est qu'il avait 74 de QI. Donc je crois que tu vois au sens psychiatrique la débilité, c'est-à-dire la débilité pas au sens commun du terme, la débilité au sens médical, je crois que c'est à partir de 70. Si je dis pas de bêtises, mais peut-être que tes auditeurs me contrediront. En tout cas, disons qu'il n'était pas dans le haut du panier en termes de quotient intellectuel. Donc ça va répondre en première partie à ta question. La deuxième chose, c'est que la mère de Gérard était alcoolique, le père de Gérard était alcoolique. Mais surtout sa mère. Pourquoi? Parce que on sait aujourd'hui que pendant la gestation, l'alcool est très dangereux pour le fœtus. Et il y a notamment, tu sais, ce qu'on appelle le syndrome du fœtus alcoolique. Et donc, ça a pour conséquence, une femme qui boit pendant sa grossesse, d'avoir précisément des dommages sur les capacités cognitives de son fœtus et donc de son futur enfant. Deuxième partie de la réponse. Troisième partie de la réponse, l'instruction, parce que on peut être très con sur le plan cognitif et puis être instruit, et inversement. Moi, je connais des gens très instruits qui sont des sales cons. Sur le plan de l'éducation, il n'a pas été très loin à l'école. Il a été jusqu'à ses 16 ans, jusqu'à la scolarité obligatoire. Tu apprendras dans le livre que voilà, c'était un enfant qui a été un enfant de la DAS, hein, comme on dit, qui était très mauvais à l'école. Et quand l'instruction obligatoire s'est arrêtée pour lui à 16 ans, il a tout de suite été orienté vers des travaux manuels. Il a fait un peu d'hôtellerie, il a été vendeur dans une jardinerie, etc. Donc voilà pour les trois éléments. Alors donc il était con. On se dit ça ou pas? Il était un peu con. Non, moi je dirais pas ça. Non, je dirais pas qu'il était con. Non, je dirais pas ça. Je dirais qu'il il avait une faible instruction et il avait des capacités cognitives limitées. Il était limité alors. Ouais, il était. Tu veux pas qu'on le dise, j'ai l'impression. Si. Tu veux pas qu'on dise, il était limité ou pas? Parce que il y a le mec qu'on va choper vendredi qui travaille je sais pas où, ou la gonzesse qu'on va attraper vendredi qui aura bu jusqu'à plus soif, qui sera assise sur un banc à côté du bar, qui va avoir des comportements complètement délirants parce qu'elle a bu ou parce qu'il a bu. Et qu'on va retrouver mardi, parce que lundi, il faut quand même le temps que la machine se défasse, et qu'on va retrouver mardi, qui aura repris toutes ses capacités, qui sera pas un truc. Et puis il y a celui qui arrive à l'émission de radio à je sais pas quelle heure, à minuit, et qui est déjà dont on se moque. Le système est organisé pour s'en moquer, qui ne s'en rend pas compte, donc c'est un idiot. C'est une question, hein, moi je sais pas. Alors ça peut être ça. T'as raison. En tout cas, il était limité intellectuellement, ça je l'ai documenté dans le livre. Hein, ça fait aucun doute. Donc la question que tu poses en fait, c'est s'il s'en rend pas compte, c'est que vraiment il doit être vraiment très très con. Alors ça peut être le cas. Et puis il y a autre chose que je développe dans le livre qui peut être une explication. C'est qu'il est pas con, mais qu'il y voit un intérêt. C'est-à-dire que il surjoue peut-être le fait de ne pas comprendre ce qui se passe, parce que l'émission Les Débats de Gérard, aussi cruelle soit-elle, aussi énervante soit-elle pour lui, parce que finalement ça se termine toujours de la même manière, il va gueuler, etc. Ça lui donne quand même une place dans la société. C'est-à-dire que ce type-là, quand il arrive sur Fun Radio, c'est un routier au chômage, il a eu un accident, il ne peut plus travailler, il touche une allocation adulte handicapé, sa femme est partie, elle est partie avec leur fille, il est alcoolique,
il voit personne, il boit du noir toute la journée. Et donc cette émission, même si elle est cruelle sur le principe et que ça se finit toujours en gueulante, eh ben malgré tout, ça lui permet de rencontrer du monde, ça lui permet d'avoir, tu vois, un truc à l'agenda, ça lui permet de signer des autographes, d'aller en boîte de nuit, d'avoir des gamins qui l'appellent, qui veulent le voir, le toucher. Ça lui permet d'être dans la voyager. situation des gens d'aujourd'hui qui rêvent tous d'être riches, d'être reconnus dans la rue, etc. Ouais, donc il est dans cette Ouais. situation. Donc finalement il est pas si con que ça, puisque il se rend compte que il a pesé les pour et les contre. Il a regardé les tenants et les aboutissants. Il s'est rendu compte que c'était pour lui le seul moyen d'exister à cette période de sa vie. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on peut faire. Si tu veux, moi je suis journaliste, je suis pas là pour donner, quand j'écris le Conte de minuit, je suis pas là pour dire ce que je pense, est-ce qu'il était con, est-ce qu'il avait compris. Bah si, un peu, puisque non, c'est là pas. pour donner des éléments. Oui, mais si tu veux, j'ai d'accord, pas- mais c'est pas une analyse que tu fais, c'est pas un document, c'est pas un relevé d'assurance, c'est un truc fait par un être humain qui se documente, au contraire. Donc s'il y a quelqu'un qui sait des choses à propos de ce monsieur, comme tu le disais, toi t'es plutôt un méticuleux, tu vas chercher le truc, le QI, le machin, donc tu as de quoi te former, te forger une opinion de ce monsieur, plus que celui qui l'a juste ou celle qui l'a juste entendu rapidement à la radio. Moi, mon opinion, c'est celle-là, celle que je viens de te dire. Maintenant, j'étais pas dans la tête de Gérard, donc moi, je pense qu'effectivement, il y a trouvé un intérêt et que donc il a probablement, tu vois, qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui veut pas voir. Il n'avait pas envie de voir Gérard parce que cette situation lui convenait d'une certaine manière. Et finalement, c'est tout le paradoxe de mon bouquin, si tu veux, c'est que cette période des débats de Gérard paraît à la fois très cruelle et en fait, par contraste avec le reste de la vie de Gérard, c'est un peu une parenthèse enchantée, ce qui est totalement paradoxal. Donc moi, c'est mon hypothèse. Effectivement, je pense que il était quand même, il reconnaît, tu sais, tu vois, par exemple, il reconnaissait souvent des voix parce que c'est toujours les mêmes auditeurs qui appelaient. Même les 4 dernières années des débats de Gérard, le standard était fermé. C'était exclusivement 4 auditeurs présélectionnés qui revenaient toutes les semaines et plusieurs fois à l'intérieur d'un même débat. Et Gérard reconnaissait les voix de temps en temps. Il disait, ah, toi, je te reconnais, je viens de te dégager, tu viens de revenir sous un autre pseudo. Donc, effectivement, il était conscient, par moment, en tout cas, de ce qui se passait. Mais je pense qu'il n'avait pas envie de voir la réalité, probablement, parce que ça lui donnait un rôle dans la société. Qu'est devenu Sandy, alors? Cette dame? Sandy, écoute, je l'ai rencontré. Tu l'as rencontré? Ouais. J'ai rencontré une 30aine de personnes à peu près pour. Alors qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Sandy? Pourquoi elle l'a quitté déjà, ce mec? Alors elle l'a quitté parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre dans le foyer pour sans-abri où ils ont vécu, puisque sur les 6 ans qu'ont duré les débats de Gérard, ça on l'a pas dit, il vivait dans un foyer pour sans-abri à Nanterre les 3 dernières années. Donc, si tu veux, ça donnait c'était connu, ça, pour le coup, et de Max et de son équipe, et des auditeurs, puisque l'un des slogans de l'émission, c'était le SDF et ses débats. Donc, c'était un secret pour absolument personne. Donc, tout le monde savait qu'il n'était pas payé. Parce que les sans domicile fixe ne touchent pas d'argent. Si le mec était une vedette incroyable qui allait voir, je sais plus qui. Mais non, parce que alors tu peux gagner ce qu'il a été payé, les 8 mois où il était payé 1000 francs. Donc de toute façon, il n'avait pas les moyens de se payer un loyer. Oui. Donc ça n'aurait hélas rien changé à cette situation. Par ailleurs, il avait des dettes. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il s'est retrouvé sans un toit fixe. Et donc quand il est dans ce foyer pour sans-abri, il y est avec sa compagne. Ils ont une petite chambre. Et Sandy va tomber amoureuse d'un voisin de Chambray. Et donc, elle va quitter Gérard à ce moment-là. Ah ouais. Et il n'a pas d'autre histoire d'amour, ce monsieur, dans cette période connue. Si, il y a une auditrice, avant Sandy, il y a une première auditrice avec qui il va se mettre en couple. Qui s'appelle Christine, qui est bien connue des fans de Gérard, parce qu'il y a une séquence assez célèbre où elle appelle Max après leur rupture et elle dévoile des pans de la vie sexuelle de Gérard à l'antenne.
Et donc, mais ça a duré très peu de temps. Hein. Ça, c'est une histoire qui a duré très peu de temps. Après, Gérard rencontre Sandy. Ça, c'est une histoire qui va durer pratiquement jusqu'à la fin des débats de Gérard, d'ailleurs. Ah ouais, qui va durer assez longtemps. Ouais. Sa fille, donc, c'est avant son apparition à la radio. Comment ça, Roselyne, c'est ça. Roselyne. Donc, il a cette fille et la maman, elle est où? Elle fait quoi? C'est quoi la maman de Roselyne? Alors, la maman de Roselyne et Gérard se rencontrent à la fin des années 80 à Lyon. Ils se marient. Roselyne va naître en 1990. En 1991, Gérard va avoir un accident de camion. Il est déjà un peu porté sur la boisson, mais là, il va devenir franchement alcoolique et tomber dans ce qu'on pourrait aujourd'hui probablement diagnostiquer comme une dépression, si tu veux. Et à l'époque, c'est moins facilement diagnostiqué qu'aujourd'hui, mais ça ressemble quand même beaucoup à ça. Et Gérard, qui est déjà pas un type très assidu au boulot, tu vois, il traîne toujours un peu des pattes, il se fait virer très facilement parce que, tu vois, il pique des trucs. Bon, c'est pas un gars qui c'est pas un bosseur, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. La suite dans une poignée de secondes, Thibaut, parce qu'il faut que tu écoutes ce titre que tu n'as sans doute pas chez toi et qui est vraiment bien. Appelle Maurice sur Teams, ajoute maurice.usa et fais sonner. Viens vite. Émission spéciale. Maurice reçoit Thibaut Reiss, l'auteur du livre Le Conte Minuit. Appel. Eh bien, le Thibaut, là, hein, il est pas mal, il répond, Alors, qu'est-ce qu'on a comme... on a Thomas, 45 ans, à Série-Fontaine, dans l'Oise, qui dit « Salut Maurice, ma question pour l'auteur qui est invité. Si Gérard était intellectuellement limité, avait-il conscience de cette limite pour en tirer profit ? Ou bien était-il trop patin pour s'en rendre compte ?» Bonne émission, mais ça, il a déjà répondu. Et puis, il y a... Yann sur le chat qui demandait où vont les droits d'auteur. On espère qu'ils vont dans la poche de celui qui a écrit le livre. Thibaut, il y en a plein d'autres histoires comme ça de Gérard aujourd'hui. Oui, enfin. Sur Internet, aujourd'hui avec TikTok, sauf que les gens sont employés plutôt par TikTok, sont pressés plutôt par TikTok. J'ai regardé TikTok, Instagram, etc. Donc les gens là, il y en a beaucoup qui ne parlent pas bien notre langue. C'est la raison pour laquelle, comme ils sont très nombreux, qu'on ne fait plus de liaison. On dit 2 €, on dit plus 2 €, parce que les gens, qui parlent, savent pas écrire, donc ils savent pas que quand il y a un X, ça fait, faut faire la liaison. C'est la raison pour laquelle on dit plus je crois que j'ai mal aux pieds, mais on dit je crois j'ai mal aux pieds. Parce que ce sont des gens qui savent pas, ils ont rien lu, etc. Il y a beaucoup d'idiots qui ont des milliards donc de soi-disant de followers. Ces gens-là, il y en a plein qui mériteraient des bouquins, des Gérard comme ça, il y en a des tonnes. T'as pas envie d'écrire un truc sur les meilleurs d'entre eux? Je note ta suggestion, je te remercie. Écoute. Je te ferai ma réponse. Ouais, tu vas réfléchir, c'est bien. Non, t'as raison. En fait, d'abord, je t'avoue que je suis pas sur les réseaux sociaux. Je suis sur les réseaux sociaux uniquement pour faire ma pub. C'est-à-dire que je raconte, je fais ma pub, je fais la pub. D'accord, mais à cette occasion, moi non plus, parce que de toute façon, je suis trop vieux pour comprendre ce qui est écrit. Puis comme moi j'ai lu des livres, j'ai du mal à comprendre parfois à déchiffrer ce qui est écrit ou à comprendre ce que disent les gens, donc je n'y reste pas. Mais malgré tout, ils sont là, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont. De temps en temps, on a un petit éclair, on entend parler de tel ou tel personnage. Toi, ça te donne pas envie de continuer ton œuvre sur les personnages un peu perdus? Écoute, je reste de toute façon. Tu l'as bien résumé dans l'introduction en présentant. Je m'intéresse qu'aux marginaux d'une certaine manière. Les criminels sont des marginaux. Aujourd'hui, je m'intéresse à d'autres formes de marginaux, dont Gérard. La particularité de mon travail depuis que j'ai quitté le Parisien, c'est que j'ai écrit 3 livres qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Et donc j'aime pas trop, tu vois, l'idée de creuser un filon m'intéresse pas tellement. D'accord. D'ailleurs, si j'avais voulu être riche aujourd'hui, tu vois, j'aurais continué à travailler sur l'affaire Xavier de Ligonnès et je serais un gars riche. Oui. Je le suis. Ça rapporte Ligonnès, ça bon?
Bah, t'as bien vu, hein, ça rapporte, on en parle tout le temps. Il y a des gens qui gagnent de l'argent beaucoup avec ça, en écrivant des livres, en faisant des émissions de télé. Je savais pas, mais bon, personne l'a trouvé. Donc toi, tu vas écrire un truc sur la 2 chevaux, sur le GSX-R. C'est quoi le prochain Ouais, mais c'est vrai, t'es motard comme moi. Ouais. Écoute, GSX-R, j'adorerais. Ouais, ça c'est une bonne idée. Ouais. Je cherche un sujet sur la moto, ça c'est un truc. Le 1052, hein. Tu t'écris un truc sur le 1052 et sur le 1127. Les R8, c'est une épopée formidable. On va l'écrire ensemble. Je vais t'aiguiller pour écrire ce livre qui va être formidable, et on fera l'exposition que j'ai proposée là où je l'ai proposée juste après. Ça va être bien. Avec plaisir. Mais d'accord. Alors Roselyne, puisque c'est d'elle dont je parlais juste avant, cette petite, comment elle est sûre que c'est bien son père, ce monsieur? Alors ça, je pense que comme elle n'a pas fait de test ADN, tu vois, moi non plus, je l'ai pas fait avec mon père, donc je pourrais pas te dire à 100% que c'est mon père. Elle n'a pas fait de test ADN, mais pour le reste, elle a l'information. Parce qu'elle a vécu quand même petite avec son papa et sa maman. Jusqu'à l'âge de 4 ans. Hein. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, ok. D'accord, donc elle est certaine que c'est son père. Et quand elle était quand il était à la radio, si elle est née en 90, elle avait 6 ans. En 2000, elle avait 12 ans. À ce moment-là, elle a pas eu envie de. Elle se rendait compte qu'on se foutait de la gueule de son père à la radio. J'imagine qu'elle en entendait parler. Quoi? Elle habitait où, cette petite d'ailleurs? Elle habitait dans la région lyonnaise. D'accord. Bon, je vais répondre à ta question, mais tout ça est dans le livre, hein, par ailleurs. Mais je vais répondre à ta question puisque tu l'as pas terminé. Donc elle grandit avec l'idée que son père est loin, c'est-à-dire que sa mère lui dit, tu vois, quand t'es un enfant, que t'as pas ton père, tu vois que les autres enfants ont un papa, tu demandes à ta mère et où papa. Et elle va lui dire, papa, il est à Paris, il est loin, et il fait pas partie de notre vie, tu vois. Elle reste un peu évasive comme ça. Mais elle lui donne pas d'informations précises. Et par ailleurs, la mère de Roselyne a coupé les ponts avec Gérard. Donc elle-même ne sait pas que Gérard est animateur sur Ah d'accord, elle est pas au courant. D'accord. Ouais. Non. Et donc Roselyne va grandir en sachant qu'il y a ce père là quelque part qui ne se préoccupe manifestement pas beaucoup d'elle. Et lui, il en parle jamais de sa fille. Jamais. Il en parle. Ça arrive qu'il en parle, si, il en a parlé même à l'antenne, hein, dans les émissions de Max. Parfois, d'ailleurs, il lui est arrivé de faire des dédicaces à sa fille. Quand le thème du débat, tu vois, tournait, par exemple, un débat sur le mariage, où il va dire qu'il a été marié, qu'il a une petite fille, qu'il pense très souvent à elle. Et le fait est que cet éloignement avec sa fille probablement a aggravé son alcoolisme. On a des éléments très précis pour le dire. Et en même temps, il ne fait aucun effort, littéralement, pour essayer de la revoir jusqu'à la fin de sa vie, où il va faire une demande de droit de visite. Et il va l'obtenir en appel, mais il ne va pas l'exercer. Il va mourir peu de temps après. Il meurt de quoi, Gérard? D'un cancer du poumon. Ah ouais. Et il meurt en région parisienne. Il meurt dans l'Allier, à Montluçon, où il s'est retiré. Ouais. Il meurt en Auvergne. Oh ouais. Carré des Indigents du cimetière de Désertine, donc dans la banlieue de Montluçon. Alors j'ai une question de Benjamin qui a 46, qui est à Muguet, qui doit retrouver une question qui était posée sur le chat. Bonsoir Monsieur Ress, bonsoir Maurice. Est-il vrai que le filon Gérard de Suresnes va être développé après le livre au cinéma ainsi qu'au théâtre prochainement? Merci et bonne émission. Oui, il va y avoir une pièce de théâtre qui va se jouer à partir du 4 octobre au Théâtre de Belleville à Paris. D'abord pour une douzaine de représentations, donc c'est des gens que je connais pas, hein, mais que j'ai appris à connaître, que j'ai rencontrés bien entendu, mais qui ont lu le livre et qui ont eu envie d'en faire une pièce de théâtre. Et par ailleurs, il y a un projet de film, effectivement, qui est en cours de développement, et dans lequel Raphaël Quenard est coproducteur et qui est Raphaël comment? Connard? Non.
Raphaël Quenard. Quenard, il s'appelle le Voilà. monsieur. Et c'est qui ce monsieur C'est un acteur qui est Ah d'accord, pardon. assez célèbre pour les gens qui s'intéressent au cinéma, qui a déjà fait savoir qu'il acceptait de jouer le rôle de Gérard dans ce futur film. 6 films il y a, je le précise tout de suite parce que effectivement il y a un projet de film qui est en développement, donc il y a des producteurs, il y a un auteur-réalisateur, il y a Raphaël Quenard qui a dit qu'il jouerait le rôle principal de Gérard. Mais un film, c'est long, c'est des financements à lever, etc., Oui. etc. Faut voir Canal+. Donc, tout ça, faut avoir Canal+, faut faire attention à ce qu'on signe, tu vois. Et alors, moi j'ai pensé que c'était une blague. Il y a le monsieur là qui a les grandes dents, le monsieur noir là. Comment il s'appelle ce comédien? Pascal Zadi. Voilà, Jean-Pascal Zadi, que c'est une plaisanterie, donc qui serait pressenti pour faire Max, c'est ça? Non. Mais c'est pourquoi? C'est pour faire le vivre ensemble? Non, je pense que tu t'es fait troller, Maurice. Tu sais, non, c'est moqué. Les auditeurs de Gérard sont des grands d'accord. plaisantins. Oh, je préfère ça. Moi, je veux bien qu'on se moque, hein. J'accepte. D'accord, c'est une plaisanterie, quoi. Bon, d'accord. Et donc au théâtre à partir de quand? À partir du 4 octobre ou septembre, j'ai un sale doute là, mais je crois que bon, tu nous rediras. 4 octobre au théâtre de Belleville pour une 12aine de représentations. Tu sais, le théâtre au début, on prend pas beaucoup de risques. Ouais. Donc pour l'instant, il y a une 12aine de représentations de prévues. Et puis si ça marche, évidemment. Ah ben je vais aller voir, moi. Je vais venir voir. C'est long? Bah viens. Je crois que ça dure 1h20. J'ai Bon, pas je vu vais la venir. pièce en entier pour l'instant. Bon, et c'est tu l'as pas vu en entier. Donc tu ne sais pas si ce sera fidèle à ton document. Comment il faut l'appeler? C'est un roman, un document, une enquête, c'est quoi? Écoute, tu appelles ça comme tu veux. C'est pas un roman dans le sens où il n'y a pas de fiction, si tu veux. Voilà. D'accord. Donc on peut appeler ça un livre, un roman vrai, une enquête, un bouquin. Ouais. T'appelles ça comme tu veux. Ah ouais. Bon, d'accord. Ouais. Donc l'idée du cinéma, tu penses que c'est bien, c'est une bonne idée ou bof? C'est une bonne idée parce que j'ai rencontré l'auteur-réalisateur qui va s'occuper du projet. Par ailleurs, j'en ai vu d'autres, y compris des plus gros que lui, tu vois, des mecs qui sont bien dans le business, mais que je sentais pas forcément ou qui étaient pas pour moi les meilleures personnes. Mais le gars qui va faire le film, qui est l'auteur-réalisateur qui a optionné ce qu'on appelle les droits du livre. J'ai vu ce qu'il avait fait, j'ai discuté avec lui, j'ai regardé le court-métrage puisque c'est un jeune auteur-réalisateur. Il m'a parlé, tu vois, de Terry Gilliam, de Sam Raimi, Evil Dead, tu vois, du cinéma de genre que j'aime beaucoup. Et donc je suis convaincu que c'est une bonne idée que ce soit lui qui le fasse, à l'évidence. C'était tu t'étais dit que ça ferait ça? Est-ce que t'as l'impression qu'il y a un véritable engouement pour ton bouquin? Comment engouement, alors médiatiquement oui. J'ai compté, tu vois, il y a pas très longtemps, je crois que j'ai fait 47 ou 48 passages presse, donc c'est vraiment énorme. Tu vois, ça va de Le Monde, Télérama, France Culture. Personne ne t'allume? Il y a des gens qui t'allument ou pas? Ou qu'il y a que des gens qui disent du bien, il est formidable. Ouais, non, Arrêt sur Image, ils m'ont reproché de pas prendre de position moralement sur l'histoire. C'est-à-dire que tu verras quand tu auras fini le livre, je présente les faits, je donne un peu mon sentiment, mais de manière tu vois, pas définitivement tranché, parce que c'est tout simplement une histoire que j'ai pas réussi à trancher. C'est-à-dire, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, est-ce que Gérard était heureux, malheureux, est-ce que ça aurait dû se passer autrement, est-ce que ça s'est bien passé comme ça s'est passé. J'ai pas réussi à trancher ces questions-là, et donc c'est des questions qui sont ouvertes dans le livre. Et Arrêt sur Image m'a reproché précisément de ne pas être plus, tu vois, de ne pas être plus dans le jugement moral sur cette histoire. Et après 20 minutes aussi, ils ont dit que voilà, j'étais probablement trop complaisant avec cette époque, avec cette émission. Mais sinon, j'ai eu des critiques. C'est vraiment deux cas de figure un peu à part. Sinon, j'ai eu des critiques qui étaient plutôt excellentes. Et après, en termes de résonance, par exemple commerciale,
c'est pas un livre qui a eu un grand succès commercial. Donc, de ce point de vue-là, on peut pas dire que ça a élevé, si tu veux, un engouement particulier. Si tu étais donc on revient en 95, tu es Max, tu as ce mec qui t'appelle. Est-ce que finalement toi tu dis le jeudi ça serait top qu'on lui fasse faire une émission ou pas? Ouais, je pense que j'aurais été Max, je l'aurais fait, mais je l'aurais fait 3 fois, quoi. Je l'aurais fait 3 semaines. Je l'aurais pas fait 6 ans. Ah ouais, pourquoi? Parce que j'aurais vite compris que le gag tourne en rond. Ils tourneront tout de suite, si tu veux. C'est-à-dire que ça dure 6 ans. Le principe que j'ai évoqué tout à l'heure, que j'ai présenté, c'est rigoureusement le même. Donc, j'aurais dit, ok, j'aurais trouvé la blague marrante, mais 3 soirs, quoi. Et après, j'aurais dit, bon, on s'est moqué de ce type, c'était rigolo 3 fois, et puis maintenant, on va le rendre à son quotidien. Je pense que ça a duré probablement trop longtemps, et que c'est devenu cruel sur la durée. Voilà. Mais je pense que je serais tombé, j'aurais pas pu céder, j'aurais pas pu résister à rigoler avec ce gars ou de ce gars quelques soirs. Je pense que j'aurais pas résisté à ça. Non. Donc là, ça c'est l'animateur, donc tu n'as pas d'intérêt économique ni rien du tout, en dehors du fait que je sais pas jusqu'à quelle heure durait l'émission de Max le jeudi, mais en dehors du fait que tu donnes la clé à quelqu'un d'autre. L'intérêt économique. Excuse-moi, je me permets de te couper juste. Gérard faisait d'excellents scores. Oui, justement, attends, c'est ma question suivante. Ah pardon, excuse-moi. Ma question suivante, c'est tu es donc Duroux, le patron de la radio à ce moment-là. Tu sens que ça fait rentrer un peu t'as les gens de la régie publicitaire, puisque c'est comme ça que fonctionnent les radios, qui viennent te dire, dis non, il se passe un truc le jeudi, là, on a l'impression que ça a l'air d'avancer. Qu'est-ce que tu fais? C'est toi le patron de la radio. La radio est financièrement, c'est misérable. Elle a un fric fou qui est dehors. Elle n'arrive plus à s'en sortir. Quelle est ta position de patron de radio? C'est facile de me mettre dans la position du mec qui aurait pris les bonnes décisions. Oui, c'est pour ça qu'on le fait. Non, mais c'est pour ça qu'on le fait. C'est parce qu'on le fait parce que c'est facile. Alors vas-y. Alors, je te dirais que je pense que c'est pas suffisant, si tu veux, l'argument de dire ça fait rentrer. Si tu mets à l'antenne, aujourd'hui encore, si tu mets des images d'égorgement, des images spectaculaires, des gens qui baisent à 20h, ça va faire de l'audience. Est-ce que c'est une raison de laisser les choses se faire juste parce que ça fait de l'audience? La réponse est non. Et d'ailleurs, il y a plein d'émissions qui se sont arrêtées. Non, mais ça c'est la radio française, mais sur Internet c'est pas le cas. Sur bien Internet, puisque TikTok et Instagram et trucs mentent aux gens, leur font croire qu'ils ont des millions de gens qui les suivent, parce que chacun, si moi je suis, moi je fais 10 millions d'auditeurs et que toi aussi t'en fais 10 millions, le support sur lequel nous travaillons fait 20 millions. C'est le principe en fait, c'est le mensonge des gens d'Internet qui avaient commencé à mettre sur la table Elon Musk, qui finalement a étouffé, donc c'est puisque ce sont eux qui annoncent les chiffres, ce sont eux qui disent voilà on a 400 milliards de connexions, etc. Cette valeur économique fait qu'à un moment, les patrons, ils ont besoin de faire tourner leur business, ils ont moins d'état d'âme. Toi, t'as un état d'âme. Ouais, je pense que j'aurais eu un problème quand même à mettre à l'antenne un type dont l'émission commence par un jingle qui dit le SDF et ses débats. Ouais, je pense que ça m'aurait posé un vrai problème. Ouais. Est-ce que tu ne le sauves pas un peu le SDF? Est-ce que tu ne l'aides pas à vivre des heures un peu moins difficiles quand il a l'occasion donc d'exister sur ta radio? Oui, bien sûr, mais c'est encore une fois, je te dis, c'est
cette histoire n'est pas simple, donc je peux pas avoir un avis tranché. Je l'ai écouté. Je présente Gérard dans le livre avec ses défauts. Il en a beaucoup. Il n'a pas saisi des mains tendues qu'on lui a tendues. C'est pas un saint du tout, et j'en fais pas du tout un personnage angélique. Loin de là. Et d'ailleurs, beaucoup des lecteurs sont reconnaissants du fait que justement, je fais pas de Gérard un héros. C'était pas un héros. Et je fais pas de Max un salaud ni un mec sympa. Je pense que il est en nuance de gris comme nous tous. Maintenant, tu me demandes mon sentiment à moi. Moi, je te dis moi ce que j'aurais fait. Je suis pas en train de porter un jugement sur ce qu'a fait Axel Duroux. Si moi j'avais été à cette position-là, même si on m'avait dit ce gars-là, forcément c'est quand même sympa. Il va en boîte de nuit et il tape des clopes gratos. Je pense que ça n'aurait pas suffi moi à rassurer ma conscience en me disant que ce type-là était bien à la place où il est pendant 6 ans. Je reviens sur cette histoire de durée, je pense que ça a duré trop longtemps. Est-ce que les gens te reprochent de faire du pognon ou en tout cas de te préparer à essayer d'en faire avec cette histoire ou pas? Pour l'instant, non, pas tellement. Le seul qui a évoqué le fait que c'était peut-être pas bien que je me fasse de l'argent avec tout ça, c'est Max. Qui donc a refusé de me parler pour le livre, et c'est son droit évidemment le plus strict, comme il a refusé de venir dans ton émission ce soir. Mais il a dit qu'il avait pas lu mon livre, mais qu'il était rempli de mensonges, ce qui est assez contradictoire. Tu le reconnaîtras probablement. Soit il l'a lu et c'est des mensonges, soit il l'a pas lu et il en sait rien. Et lui, il dit qu'il l'a pas lu et qu'il y a des mensonges dedans. Soit. En tout cas, il n'a pas déposé plainte ni pour propagation de fausses nouvelles, ni pour diffamation. Parce que lui, il est fâché, Max, j'ai l'impression. Apparemment. Ah bah écoute, je suppose. En tout cas, il est fâché. Je sais pas s'il est fâché avec moi. Bah, il n'a pas à être fâché avec moi. Il est pas fâché avec moi, normalement. Bah, je pense pas non plus. Vous aviez des bons rapports. Oui, on a toujours de bons rapports. Oui. T'as été invité à l'antenne de Fun et inversement, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. À l'époque. Et vous avez Gaël Voisin, notamment, en commun, comme collaborateur. Je ne le savais même pas, tu vois, donc bon. Ah bah, je te le dis, je te l'apprends. Oui, enfin, je l'ai appris quand on s'est vu, je sais plus quand, en janvier, non, en mars, ouais, février, je crois. En février. Bon. En tout cas, ouais. Il a l'air fâché avec cette histoire, d'une manière ou d'une autre, probablement. Mais personne ne sait pourquoi il est fâché. Est-ce qu'il est fâché parce que on lui met sur le dos la responsabilité parce que il y a des gens qui disent oui, il s'en est pas occupé après, etc., comme si c'était son fils. Bon, c'était pas son fils, c'était un mec auquel il a donné et auquel il a laissé le micro avec l'autorisation de la direction de Fun Radio, hein, puisque à la radio on fait pas ce qu'on veut quand on n'est pas chez soi. Bon, est-ce que c'est pas ça qui fait que qu'il est un peu braqué contre ça? Moi, j'étais surpris. Il m'a même pas répondu, le Max. J'espère que tu vas me répondre, Max. Parce qu'il m'a même pas fait un petit signe en me disant non, je viendrai pas. Vous êtes tous des cons, par exemple. C'est bien. En spécial, Maurice reçoit Thibaut Reiss, l'auteur du livre Le Conte de Minuit. Appel. Un message dans ma boîte maurice@mauriceradiolibre.com de Céline, elle a 59, elle est à La Rochelle. Bonsoir Maurice, en fait j'ai une question, mais qui t'est adressée. Max n'a pas souhaité intervenir ce soir et si j'ai bien compris, il n'a jamais pris la parole depuis que Thibaut a sorti son livre. Alors j'entends la responsabilité des patrons de la chaîne à l'époque, mais je ne comprends pas l'absence de position d'un animateur qui a décidé de proposer à la chaîne d'en faire une vedette malgré lui. Mais je ne comprends pas le fait que tous, dont Max, aient pu laisser ce type contribuer à faire de l'audience, mourir seul et se faire envoyer dans la fosse commune sans s'en soucier. C'est la moindre des choses d'avoir un avis non. Bonne soirée, merci d'avoir invité Thibaut qui nous donne un nouvel éclairage. Céline, Thibaut Reiss, l'auteur de Le Conte de Minuit que je te recommande d'acheter, c'est assez facile à lire, est avec nous. On va pas te tenir encore trop longtemps, 10 minutes, ça va?
Comme tu veux, aussi longtemps que tu veux, Maurice. Bon. Alors ma réponse à ça, moi j'ai été l'un des premiers à monter à être un animateur indépendant. J'ai commencé sur WeFM à avoir donc ma boîte de production et à travailler avec des entreprises, avec WeFM ou avec Skyrock ou avec beaucoup d'autres, avec ma boîte, donc des employés. Peut-être que certains de mes employés sont morts dans la fosse commune, je sais pas quoi. J'espère pas, mais bon. On a des gens qui sont là, on fait un truc avec eux. Tu vois, j'ai découvert il y a seulement cette année que Gaëlle, qui était la fille qui pleurait lorsqu'elle était au Standard avec nous tous les soirs, qui était la patronne du Standard, c'était plutôt Nadia. Bon, j'ai appris qu'elle avait travaillé chez Max. Je l'ai appris là quand on s'est rencontrés récemment. Je ne le savais pas. Donc on sait pas toujours ce que deviennent les gens qui travaillent avec nous, qui ont travaillé sur l'antenne avec nous. Tout à l'heure, Thibaut évoquait Arnold. Je me souviens d'Arnold, c'était un mec assez sympa. Je sais pas ce qu'il est devenu. Je crois qu'il travaillait chez M6 à un moment, il me semble, qu'il y faisait quelque chose dans des bureaux, mais bon, c'est comme ça. Alors bon, ce monsieur, toi, tu as participé, Thibaut, puisqu'il était dans la fosse commune, finalement il a été mis dans son propre caveau ou tombe, je sais pas comment. C'est ça. Oui. Tu as participé à ça? Non, j'étais pas au courant encore que Gérard était mort quand il a été réinhumé en 2017. Moi, je me suis réintéressé à cette histoire quelques années plus tard. Donc tu savais même pas qu'il avait changé d'endroit de repos. Non. Et sa fille Roselyne, je regrette qu'elle ait pas envoyé même un petit message pour me dire un petit truc. Écris-moi, Roselyne, dis-moi quelque chose. maurice@mauriceradiolibre.com. Tu peux m'envoyer un petit message pour me dire voilà, j'ai entendu, je sais pas, dis-moi un truc sur ton papa, si tu regrettes, si tu je sais pas, si t'es pas contente après ta maman, puisque c'est elle qui a coupé les ponts avec son papa, avec ton père. Est-ce que tu lui en veux? Qu'est-ce qu'elle dit maman aujourd'hui, qu'elle sait tout ça? Je veux bien que tu m'écrives. Roselyne, donc quand tu la rencontres, qu'est-ce qu'elle te raconte, cette fille? Alors? Bah écoute, c'est une histoire avec laquelle elle vit déjà depuis pas mal d'années. Évidemment, quand elle apprend dans la même minute que son père était animateur radio et qu'il est mort, puisque elle va apprendre qu'il est mort en 2007, Gérard est mort en 2005. Bah évidemment, c'est très difficile à avaler, et surtout que évidemment, elle a grandi avec l'absence de ce père qui lui manquait énormément. Et quand elle apprend qu'il était animateur de cette émission de radio qu'elle connaissait pas du tout, bah elle va commencer à écouter, tu vois, les archives qui existent en ligne. Et là, tu vois, deuxième baffe, bah c'était le dindon d'une farce géante, quoi, son père. Et donc ça rend encore tout ça, tu vois, ce sentiment de gâchis encore plus intense, encore plus profond. Et donc elle va avoir du mal, évidemment, à accepter ce qu'était la destinée de son père, ce qu'a été cette émission de radio. Et quand moi je la contacte, elle a eu, tu vois, quelques interactions avec des fans qui ont réussi à retrouver des profils sur les réseaux sociaux. Elle a très peu d'interactions avec la communauté des auditeurs de Gérard, qui est encore très nombreuse aujourd'hui. Et elle a jamais tellement, tu vois, soldé les comptes, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne s'est jamais vraiment intéressée en profondeur au passé de son père, à la vie de son père. C'est un peu le cadavre dans le placard, tu vois. Elle vit avec. C'est un peu une boîte de Pandore qu'elle n'ose pas trop rouvrir parce que c'est trop douloureux, quoi. Et moi, je lui dis, écoute, voilà, je suis journaliste, j'ai fait un certain nombre de choses. Je suis un gars assez sérieux sur le papier, en tout cas, et je propose de raconter la vie de ton père, de faire une biographie, pas simplement son passage à la radio, mais de la naissance jusqu'à son dernier souffle. Est-ce que tu m'autorises à faire ça? J'ai pas besoin de son autorisation au sens légal, mais j'avais besoin de son assentiment moral. Et elle m'a dit oui.
Et en fait, si tu veux, elle m'a accompagné pendant toute l'enquête et pendant l'écriture de ce livre. Elle m'a aidé aussi beaucoup à retrouver des archives, etc. Et donc, ce processus d'écriture a été un peu une catharsis pour elle et lui a permis à la fois un petit peu, si tu veux, de retrouver ce père qu'elle n'a finalement quasiment jamais connu, mais aussi de se réconcilier avec la communauté des auditeurs et de comprendre que certes, on s'est moqué de lui, on riait à ses dépens, mais qu'on avait aussi, et c'est ce que montre, je pense, très bien mon livre, si je peux m'envoyer des fleurs, c'est qu'on avait une énorme affection, une énorme tendresse pour lui. Ouais, tu crois que c'était qu'il y avait de la tendresse, toi? Bah, je vois qu'il y a de la tendresse parce que le livre c'est quand même, j'ai dit que c'était pas un grand succès, mais enfin c'est pour l'état de l'édition aujourd'hui, c'est quand même. Oui, ça a l'air de. J'ai regardé les chiffres sur un compteur là, bazar là, ça va quoi, ça. Ouais, ça va. Ouais. T'as pas fait comme Sarkozy, tu les as pas achetés. Voilà, c'est ça. Je te remercie de le souligner. C'est bien. Tu les as vraiment vendus. Et puis moi je l'ai vraiment écrit aussi, si tu veux. Ça fait une différence. Donc oui, il y a cette tendresse. Il suffit, si tu veux, de se balader 5 minutes sur YouTube, de regarder les vidéos des débats de Gérard, puisque tous ces débats quasiment sont trouvables sur YouTube. Et il y a des chiffres absolument incroyables de plus de 100 000 vues pour certains débats de Gérard, et d'aller voir les commentaires. Et les commentaires, c'est pratiquement jamais « Ah, quel imbécile !» C'est à 99% « Gérard, tu nous manques !» Gérard, on t'aime, Gérard ceci, Gérard cela. Il y a des gens qui font un parallèle avec Portmanov, il s'appelait ce mec-là? Oui, Jean Portmanov, ouais. Qui est un type qui, comme je disais tout à l'heure, s'est mis en scène sur Internet, qui était un malheureux, si j'ai bien compris. Bon, moi je connais pas. Qui est mort en direct quasiment, si j'ai bien compris. On peut faire le parallèle ou pas du tout? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, moi j'ai été invité notamment sur France Culture pour en débattre, donc j'ai un avis sur la question. Oui, je fais un parallèle avec des grosses nuances, en tout cas avec des limites. Le point commun qu'il y a entre Gérard et Jean Portmanov, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le principe même de mettre quelqu'un au centre d'un dispositif médiatique dont il n'a pas le contrôle, dont il n'a pas la maîtrise, ce qui est quand même rarissime. Donc ça, c'est un premier point commun. Deuxième point commun, ils n'en ont pas la maîtrise et ils en sont le dindon de la farce ou le souffre-douleur en l'espèce pour Jean Portmanov, c'est-à-dire qu'ils sont l'objet de cette émission sans en avoir le titre. Mais tout le monde sait qu'en fait on est là pour se rire d'eux ou en l'espèce pour Jean Portmanov pour lui faire du mal physiquement, pour le torturer. Donc ça, c'est un deuxième point commun. Et là où les deux histoires s'éloignent, c'est que, si tu veux, il y a autant de points communs entre Jean Portmanov et Gérard de Suresnes qu'entre une allumette grattée et un feu de forêt. C'est-à-dire que les lois de la physique à l'œuvre sont les mêmes, c'est les lois de la combustion. En revanche, l'échelle n'a absolument rien à voir. Gérard, on lui disait « t'es con, tu pues ». Jean Portmanov, on lui faisait des sévices physiques qui relèvent de la torture jusqu'à même sa mort. Donc c'est quand même une sacrée nuance. Un message de Sébastien qui a 44, qui est à Saint John au Canada, qui dit bonsoir Maurice, j'avais 16 ans ou plutôt 17 ans dans une semaine. J'avais fait un kiki-donc à ma grand-mère. Puis en fin d'intervention, j'avais annoncé que je serais sur Paris la semaine suivante et que je voulais descendre les champs avec Apolline en direct. Je sais pas qui c'est Apolline, moi. C'était une standardiste de Max. D'accord. Max a aimé l'idée, ça s'est fait. J'ai fini en studio et ce soir-là, Didier Derlich, l'astrologue de RTL, a débarqué. En parallèle, on était nombreux à avoir le numéro de GG. J'ai tenté ma chance en lui disant que je saurais, en bon geek, faire cesser les tracks sur Internet.
Il m'a alors proposé de passer, j'ai sauté sur l'occasion. C'était en février 99. J'ai passé 45 minutes à lui dire que les salauds qui font des tracks par-dessus lui devraient finir en cabane, puis je suis rentré chez mon oncle. On est con à 17 ans, mais oui, j'avais de la tendresse pour ce bonhomme qui occupait mes jeudis soirs d'ado. J'ai été très peiné de la façon dont ça s'est terminé. Le livre de Thibaut est formidable. Ah bah tu vois. Merci. C'est bien ça qu'il est. En plus, c'est quelqu'un qui a un bout d'histoire avec lui. Qu'est-ce qu'elle fait, Roselyne, dans la vie à peu près, quoi? On va pas la chercher. Écoute, elle travaille dans la puriculture. Moi, je ne vais pas être trop D'accord. précis. Et est-ce qu'elle dit autour d'elle est-ce qu'elle dit autour d'elle qu'elle est la fille de Gérard de Suresnes ou pas? Ou est-ce que c'est un truc qui la gêne? Non, ça la gêne pas, mais le fait est qu'elle vit dans un milieu géographique et social et culturel où tout le monde s'en tape. Voilà. Donc, Oui, parce que en fait, ça ne parle à personne. Le livre a eu un certain retentissement médiatique, mais les gens autour d'elle n'ont pas entendu parler du livre. Et quand ils en ont entendu parler, ils en ont pas, tu vois, fait un grand cas. D'accord. Vous êtes des vieux maintenant ou pas, Thibaut, tes copains de bahut, je sais pas, les gens qui s'intéressent comme le copain à Sébastien de Saint-John. Vous êtes des vieux ou pas? Vous êtes quoi? J'ai 44 ans cette année. Exactement comme Sébastien. T'as quel âge toi, Maurice, si je suis pas indiscret? Attends, je vais demander. Laisse tes coordonnées, je t'appelle pour te dire, parce que là, faut faire des calculs, hein. Mais, d'accord, vous êtes des vieux ou pas? T'es un vieux? Des vieux. Écoute, j'ai grandi sans internet, et tu vois, et je suis comme toi, je sais pas ouvrir TikTok. Bon, je pense que c'est pas un grand manque, tu vois, dans ma vie de toute façon. Mais je pense qu'on commence à être un peu... Non mais est-ce que, quand je te demande ça, je veux dire, par exemple, cette histoire là avec le Conte minuit, bon, les gens qui ont 20 balais, ils savent pas du tout de quoi on parle. Fun Radio, Max, Maurice, c'est un peu comme Luis Mariano quand moi j'étais petit. Est-ce que t'as le sentiment d'avoir ressorti une histoire de Pépé, ou est-ce que tu penses que c'est une histoire qui est un peu encore contemporaine, quoi? Ouais, bien sûr, je pense que c'est une histoire contemporaine, si tu veux. Sinon, j'aurais écrit ça, tu vois, j'aurais publié ça à compte d'auteur, j'aurais distribué ça à mes potes, ou j'aurais mis ça sur Internet. Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de vieux, de personnages de 45 ans comme toi aujourd'hui, qui étaient, parce que c'était un vrai succès ces émissions. Donc que tu le fasses parce qu'il y a eu des gens susceptibles de le lire, je le comprendrais. Mais est-ce que toi, t'as le sentiment, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu penses que t'es un jeune, un vieux, t'es un quoi? Ouais, je suis plutôt un vieux parce que je travaille avec des jeunes, si tu veux. Enfin, dans le travail qui est le mien, je fréquente des gens plus jeunes aussi et ils me font sentir que je suis vieux, si tu veux. Ça, c'est assez clair. Quand ils sont confrontés à cette histoire, à cette époque, je sens bien que c'est à la fois la préhistoire dans un sens, si tu veux, et de l'autre, c'est la 4e dimension, quoi. C'est-à-dire ils s'imaginent pas, parce que si tu veux, la différence aussi entre ce que tu vois aujourd'hui sur TikTok, etc., et Gérard de Suresnes, c'est que TikTok, tu fais ça avec ton téléphone, tu mets ça en ligne, tout le monde peut le faire. Gérard de Suresnes, c'était sur une radio nationale privée détenue par un énorme groupe européen de médias. Oui. Et ça, c'est une sacrée différence. C'était pas sur un fanzine, c'était pas Carbone 14, c'était sur un réseau national dont le propriétaire était RTL, le groupe RTL. Oui, Bertelsmann. Oui. Bertelsmann. Donc c'est pas rien. Il y a Sébastien de Saint-John au Canada qui dit « Je ne suis vieux que dans le regard de mes enfants.
il veut dire qu'il n'y a que ses enfants qui ont le courage de lui dire qu'il est vieux. T'inquiète pas, ne parle pas aux autres, Sébastien, ça va bien se passer. Bon, en tout cas, Thibaut, merci d'être venu discuter ici. Je vais finir ton livre parce que c'est vrai que ça se lit facilement. Je recommande je te remercie pour ta dédicace. Je recommande à celles et ceux qui écoutent le programme de lire ce livre pour deux raisons. Raison numéro 1, enfin en dehors du fait qu'on prend du plaisir à lire, vous verrez, il n'y a pas que regarder des vidéos, c'est aussi bien de lire, ça permet d'être capable d'écrire un peu aussi. C'est ce qu'on nous enseignait quand on était môme, on disait si vous lisez après vous saurez écrire parce que ça voilà. Donc vous verrez, ça a des vertus, ces vertus-là. C'est une histoire, donc ça fait du bien et ça fait vivre les auteurs. Et comme j'ai lu là sur le chat, il y avait des mecs qui disaient j'attendrai que ce soit dans les bibliothèques, etc. Il faut faire vivre les auteurs, c'est pas ridicule, parce qu'en fait la culture c'est pas juste les émissions de télévision qui sont portées par la publicité que vous regardez. La culture, ce sont des gens qui s'investissent comme ça, qui font un morceau de notre histoire. Ça c'est un morceau de l'histoire de notre pays pour certains, pour d'autres ceux qui étaient dans leur cambrousse loin des émetteurs, ça n'existe pas, mais pour beaucoup d'autres gens ça existait. Donc achetez le livre, c'est bien. Même si vous le lisez pas d'ailleurs, achetez-le, il est pas très épais, ça, avec ça tu peux caler un meuble, un frigo, un truc, si jamais ça gêne, tu le mets dans une petite couverture en plastique pour que ça puisse durer quand tu laves le sol. Et ça voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps Thibaut, merci d'avoir écrit parce que c'est bien d'écrire. Je pense que c'est positif, c'est bien pour le cerveau. Et puis je vais te laisser faire une petite conclusion, une déclaration peut-être. Non, j'avais une question à te poser. Est-ce que je peux me permettre ça? Mais tu peux me poser des questions, moi. Si j'ai pas l'info, je t'appelle pour te la donner. Formidable. Non, je voulais juste savoir si puisque tu étais sur la radio d'en face à ce moment-là, en tout cas à une certaine époque où Gérard était à l'antenne, je voulais savoir si c'est une histoire que tu connaissais et si tu avais des souvenirs, toi. Je sais que tu n'écoutais pas beaucoup la radio, si je ne trompe pas, et t'écoutais pas forcément la concurrence, mais est-ce que c'est une histoire dont tu te rappelais? Est-ce que ça te disait quelque chose, l'histoire de Gérard de Suresnes et les débats de Gérard, l'émission Les débats de Gérard, ou pas? Alors moi rarement, je pense que j'avais survolé une fois ou deux, j'avais dû l'entendre. Je savais bien sûr, parce que bon, la France c'est un petit pays, on se connaît tous, les animateurs de radio et de télé, parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Donc j'avais entendu de ça. Je savais que c'était une moquerie. Je croyais que Max était avec lui à l'antenne, c'est tout. Je savais pas qu'il était tout seul, parce que à l'époque, à cette période-là, le Conseil de l'audiovisuel, le CSA ou la haute autorité, je sais pas comment elle s'appelait à l'époque, était vraiment derrière nous. Derrière les gens qui parlaient à la radio, tous les jours il y avait des trucs, des demandes, des questions, fallait se justifier pour expliquer pourquoi on avait dit kiki, pourquoi on avait des trucs. Donc dans ma tête ça paraissait impossible qu'on prenne un kidam et a fortiori un type qui buvait, qui avait pas l'air de contrôler ce qu'il racontait, qu'on puisse le mettre à l'antenne comme ça. Donc j'avais imaginé moi que Max était avec lui, mais on avait des relations comme ça là, souvent les gens du soir, on s'envoyait des messages, on se téléphonait, on se disait des conneries, parfois on se croisait, on s'invitait les uns dans les studios des autres, etc. Mais je n'avais pas saisi l'épaisseur en fait de l'histoire. Et je peux te poser une deuxième question? Mais pourquoi pas, tu peux me poser 10 questions. J'adore. Bah attends, mais c'est pas tous les jours que je vais avoir Maurice en ligne quand même. Bah je suis là tous les jours depuis 35 ans, donc. Non mais je veux dire pour te parler directement. Mais je sais que on peut t'appeler par ton Teams. Est-ce que tu aurais mis Gérard à l'antenne si tu avais été dans la position de Max? Non, parce que pour moi c'est un mec qui aurait mis la radio en péril. D'abord c'est un mec qui aurait mis la radio en péril, et ensuite mettre un mec juste pour qu'on se foute de sa gueule, je l'aurais fait une fois ou deux, ouais, un peu comme tu disais, j'aurais fait 3, 4 soirs, 5 soirs pour déconner, avec un peu de honte, je pense,
au bout d'un moment, et j'aurais préféré qu'on arrête. Mais bon, c'est mon caractère. Hein. Alors ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, puisque moi je fais pas ce qu'il faut faire. En général, je fais ce que j'ai envie de faire, pas forcément. Mais j'aime bien la confrontation, moi. J'aime bien qu'on s'engueule, qu'on argumente, pas qu'on se traite de con, qu'on argumente, qu'on se dise des trucs. Mettre quelqu'un juste pour qu'on puisse se moquer de lui, ça manque un peu de force pour moi. J'aime bien quand il y a de la force. C'est comme si tu mettais un enfant à la radio pour te foutre de sa gueule, quoi. C'est mon caractère, hein. Je suis comme ça. Je préfère mettre quelqu'un avec qui tu vas croiser le fer. Je trouve que c'est plus intéressant. Ok. Mais c'est pour ça, moi, mon émission a jamais été une émission de déconnade non plus. Elle est pas marrante, hein, l'émission que je fais. C'est une émission dans laquelle les gens viennent raconter. On se regarde un peu dans le fond des yeux, on se dit des trucs que le voisinage, les parents, les amis ont du mal à dire. Hein. C'est pas facile. J'ai du respect pour ceux qui font ça, parce que si je dis ça, c'est aussi parce que moi je suis pas un mec marrant et que je sais pas être marrant, donc je sais pas le faire. Donc il y a un peu de jalousie dans ce que je dis. Je sais pas faire la déconnade. À la radio, je sais pas être marrant, quoi. Voilà, je suis pas marrant comme mec. Bon, ce qu'elle dit souvent quand elle se casse. Donc l'idée de je sais pas faire ça. T'as jamais été tellement j'étais un auditeur, je vais pas le répéter 100 fois, de tes émissions. Tu dois entendre ça tout le temps, mais voilà, des découvertes rock. Moi, je suis resté dans le rock alternatif depuis toutes ces années. Ah, tu me fais plaisir, là. Bah, tu vois, j'ai un album le premier album de Jesus Lizard, là, qui est derrière moi, qui est exposé comme si c'était une affiche de cinéma. Bravo. Et donc merci pour ça. J'en profite, et je sais bien que t'étais pas dans le ricanement, t'étais pas dans ce genre de radio libre. Ouais, c'est parce que c'est un truc que je sais pas faire, en fait. Qui est moi, j'ai pas beaucoup d'appétit pour ce genre de truc. J'aime bien faire écouter. J'adore faire écouter de la musique à celles et ceux qui choisissent de consommer le programme que je fais, parce que je crois dans les musiciens, parce que je suis épaté par les gens qui écrivent de la musique, qui sont capables de la jouer. Je trouve que c'est formidable, que c'est une chance qu'on a d'avoir autour de nous, dans ce monde occidental, des gens qui, pendant que nous on est en train de discuter, qui prennent leur guitare, leur piano, leur harpe, leur violon, et qui bossent, qui travaillent pour que ça, pour faire des trucs. Donc j'aime beaucoup qu'on écoute, et ceux qui écoutent régulièrement le programme savent que j'aime bien qu'on écoute, non pas en mâchouillant du chewing-gum et en allant pisser. J'aime bien qu'on écoute vraiment la musique, la basse, le machin, le truc, la batterie, la musique, comme elle est. Donc quand quelqu'un me dit moi j'ai découvert tel ou tel groupe en écoutant ton émission et truc, ça me donne de la joie. Plus que je trouve que t'es un mec marrant. Tu vois, ça me laisse un peu pensif. En tout cas, je vais te dire que tu m'as beaucoup fait marrer quand j'avais 16 ans, juste pour te faire chier, mais je le répéterai aussi autant de fois qu'il le faut. Mais tu nous as fait rire, Maurice, pour de vrai. Bon, écoute, c'était malgré moi. Moi, j'étais le con de 22 heures. Merci beaucoup, Thibaut, d'être venu discuter dans ce programme. Je rappelle à celles et ceux qui sont tombés sur l'émission par hasard, donc Thiborès, le con de minuit, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, non, sur Internet, sur Amazon, sur tout ça. Oui, c'est ça. Dans les librairies indépendantes, pas beaucoup, parce que les libraires
m'ont pas beaucoup soutenu sur ce coup-là. Ils préfèrent Pourquoi vendre les livres parce que c'est pas une histoire très connue et que les libraires ils préfèrent vendre ce qui marche déjà en fait. Ah ouais. Donc on peut pas dire que j'ai eu beaucoup de soutien de ce côté-là, non. Mais là, dans les Fnac, dans les Cultura et sur Internet, mais en tout cas. Même chez un libraire indépendant, il pourra vous le commander de toute façon. Ça vaut combien? Ça vaut combien un livre comme ça? Ça vaut 8,40 €, je pense. Bon, voilà, moins de 10 balles. Bon, mets les 10 balles sur la table, ça permettra à Thibaut peut-être de s'acheter une moto de sport, ce qui est quand même vraiment super s'il n'en a pas déjà une. Ça, c'est... J'ai un Monster 695. Voilà, ça permettra à Thibaut, ça permettra à Thibaut de s'acheter une moto, puisqu'il n'en a pas pour le moment, apparemment, d'après ce qu'il vient de dire. Donc, fais-le, parce que bon, j'aimerais bien qu'on roule quelques kilomètres ensemble. Bon, j'étais ravi, merci Thibaut, bonne route à toi, reviens quand tu veux, et de temps en temps, et bien entendu, laisse-nous savoir si le film, la pièce de théâtre, etc., on se fera un plaisir d'en parler à toutes celles et ceux qui écoutent notre programme. Merci à toi et merci à ceux qui nous ont suivis, qui m'ont écouté. Bonne nuit à toi. Ciao. Et la religion, on en parle dans ton bar. Et le cul, on en discute dans ta ville. Maurice, c'est la nuit, c'est parti.